face sur une leucoencéphalopathie qu'on suspecte vasculaire, la première étape, c'est de confirmer qu'elle est bien d'origine vasculaire. Et pour cela, on peut s'aider du pattern des hypersignaux de la substance blanche en IRM avec avec une atteinte des capsules externes et parfois des capsules internes, qui peuvent être des éléments orientant vers cette hypothèse, une atteinte des noyaux gris centraux, en particulier les noyaux lenticulaires et thalamiques, une atteinte des hypersignaux également donc dans les régions centro-pontiques. Je vous ai mis également ici les stades évolutifs des hypersignaux de la substance blanche qui, au départ, peuvent se limiter à des hypersignaux punctiformes. Et il est clair que dans cette situation, en particulier si la leucoencéphalopathie est isolée et pas associée à d'autres lésions microvasculaires, il est évidemment très difficile d'affirmer le mécanisme vasculaire. Et puis, à des stades plus évolués, ces hypersignaux vont devenir plus confluents, on dit à début de confluence, dans les centres semi-ovales, dans les régions périventriculaires, dans la substance blanche profonde ou superficielle. Et à un stade encore plus évolué, ces hypersignaux vont devenir de plus en plus confluents. L'autre élément, je vous le disais, qui suggère un mécanisme vasculaire à une leucoencéphalopathie, c'est évidemment l'association à des micro-saignements qui se traduisent donc par ces tatouages d'hémosidérène sur les séquences écho de gradient ou mieux SWI, une technique récente et plus sensible pour détecter ce type de lésion. L'observation de séquelles de petits infarctus profonds qui prennent l'apparence de trous, on parle de lacunes dans le territoire des artérioles profondes, ou encore la visualisation donc sur les séquences pondérées en diffusion de lésions ischémiques récentes dans le territoire des artérioles perforantes, comme par exemple ici au niveau du pont, vous voyez que cette lésion ischémique et centropontique n'atteint pas la partie périphérique du tronc cérébral, ce qui est en faveur d'une atteinte d'une petite artère, en comparaison avec les lésions qui atteignent la périphérie, qui orientent vers une atteinte d'artère de plus gros calibre. Une fois que la leucoencéphalopathie vasculaire est fortement suspectée, se pose la question de sa cause, et le premier temps, c'est d'éliminer et d'écarter une forme aiguë d'artériolopathie, qu'il s'agisse d'une angéite, d'un syndrome de Sneddon ou de Susac, par exemple. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des artériolopathies chroniques, avec un petit rappel sur les formes sporadiques, mais on s'étendra surtout sur les formes génétiques. Donc vous le voyez, un groupe très hétérogène, mais qui ont pour point commun l'atteinte de ces petites artères du cerveau. Et donc on parle de maladie des petites artères lorsqu'il y a une atteinte des artérioles de moins de 400 microns. Alors, il y a deux causes fréquentes de maladies des petites artères. Il s'agit donc de formes sporadiques et en premier lieu d'une artériolopathie liée aux facteurs de risque vasculaire. Une hyalinosclérose ou une lipohyalinose donc est observée en anapathe au niveau des petites artères perforantes avec une atteinte essentiellement profonde. Des manifestations cliniques donc prennent la forme de complications ischémiques ou hémorragiques cérébrales, avec des infarctus de petite taille dans les territoires profonds ou des hématomes profonds, au moins dans les stades précoces et intermédiaires de la maladie. Mais la symptomatologie s'accompagne également d'une symptomatologie plus chronique, avec l'apparition progressive de troubles de l'équilibre, d'un ralentissement à la marche, de troubles sphinctériens urinaires, d'un déclin cognitif, ou d'une dépression. Tous ces symptômes sont associés à l'artériopathie liée aux facteurs de risque vasculaire. Ça a été montré en particulier dans des études comme l'ADIS ou 3C. Et le point important pour retenir ce diagnostic, c'est donc d'une part l'observation de lésions microvasculaires en IRM compatibles avec une atteinte des artères perforantes profondes, donc la leucoencéphalopathie, on en a parlé, des microsaignements dans les territoires profonds, des infarctus petites artères, donc profonds de petite taille dans les territoires des artères perforantes profondes, idem pour les hématomes. Et le point important pour retenir ces diagnostics, c'est la concordance
entre l'importance des lésions microvasculaires en IRM et l'importance des facteurs de risque vasculaires, et en particulier l'âge et l'hypertension artérielle. On y reviendra. L'autre forme sporadique de leucoencéphalopathie vasculaire, c'est l'angiopathie amyloïde cérébrale A-bêta, avec un facteur de risque principal qui est l'âge. Et au cours de cette pathologie, on a donc une accumulation de substances amyloïdes A-bêta dans la paroi artérielle, des artères corticales superficielles de petite taille, mais également des artères méningées. Et le pattern IRM est marqué par une distribution postérieure de la leucoencéphalopathie et le territoire superficiel des hématomes. Vous voyez ici un hématome lobaire, mais également des microsaignements. Et l'autre point important, c'est la possibilité d'une hémosidérose superficielle. Vous voyez ici, au niveau des sillons corticaux, des dépôts d'hémosidérine qui suggèrent des hémorragies sous-arachnoïdiennes focales. Un autre élément orientant, donc ça c'est un élément nouveau dans la stratégie diagnostique, c'est une diminution isolée du marqueur A-bêta 1,42 dans le LCR. On en arrive aux formes génétiques, avec en premier lieu Cadazil, qui comme vous le savez est la maladie génétique des petites artères cérébrales la plus fréquente, est liée à une atteinte du gène Notch3, avec des manifestations cliniques qui débutent chez un tiers des patients par une migraine avec aura, dont la caractéristique est que les auras peuvent être complexes, voire sévères. Les troubles cognitifs débutent précocement, en moyenne autour de 30 ans, mais avec des symptômes qui initialement n'ont aucun retentissement dans la vie quotidienne et qui sont détectés uniquement sur un bilan neuropsychologique. Avec le temps, ces symptômes peuvent s'aggraver et prennent donc une allure sous-corticale. On observe également donc, des troubles de l'équilibre ou de la marche non expliqués et bien sûr des infarctus cérébraux profonds de petite taille qui débutent en moyenne autour de 45 ou 50 ans, avec une bonne récupération au moment des premiers infarctus profonds le plus souvent. Et c'est l'accumulation, la charge lésionnelle, l'accumulation de ces petits infarctus profonds, symptomatiques ou silencieux, qui va être responsable chez une grande partie des patients, mais pas chez tous les patients, comme vous le verrez, d'une invalidité. En IRM, le pattern typique, c'est une atteinte du pôle antérieur des lobes temporaux, avec un point très important qui est au niveau de ce pôle antérieur, en regard des hypersignaux, des espaces périvasculaires dilatés qui prennent, je ne sais pas si vous voyez sur ces diapositives, l'aspect de petits points noirs donc entre le cortex et ces hypersignaux. Donc une disposition antérieure de la leucoencéphalopathie à la fois au niveau des pôles antérieurs des lobes temporaux, mais au niveau des lobes frontaux également. Les microsaignements qui peuvent toucher à la fois les territoires profonds et superficiels, et puis les infarctus lacunaires que vous visualisez ici dans le territoire des artérioles perforantes profondes. Je vous ai présenté ici le tableau typique de Cadazil, mais le spectre phénotypique s'avère beaucoup plus large que présumé, et au fil des années, on identifie des mutations du gène Notch3 chez des patients qui ont des tableaux qui n'étaient pas évocateurs jusque-là pour nous de cette affection. Je vous ai pris l'exemple de cette patiente de 61 ans qui n'est pas hypertendue, qui présente une première hémorragie, donc à l'âge de 61 ans, pontique postérieure droite, avec d'un point de vue sémiologique, au premier plan, une paralysie faciale périphérique très sévère, et qui 6 mois plus tard va présenter une hémorragie thalamo-pédonculaire avec des troubles de la vigilance, une hémorragie cérébro-méningée, c'est-à-dire avec une atteinte intraventriculaire qui a motivé la réalisation d'une dérivation. Sachant que cette patiente avait une artériographie normale, et vous voyez ici son IRM initial avec l'hématome pontique, une leucoencéphalopathie qui reste très très modérée, puis quelques mois plus tard, donc une IRM qui montre les séquelles du premier hématome, le second hématome, et puis des micro-saignements multiples. Donc voilà un tableau où la leucoencéphalopathie est très au second plan, où les manifestations ne sont pas ischémiques mais hémorragiques, et où l'analyse du gène Notch3 a mis en évidence une mutation au niveau de l'exon 22 de type R1231, et il semble qu'il y ait une corrélation phénotype-génotype, puisque plusieurs autres patients ayant cette mutation ont eu cette présentation atypique également.
Et puis, sur la droite de ces diapositives, le cas de cette patiente de 77 ans, sans facteur de risque également, avec une sémiologie qui se limite à une migraine avec aura visuelle, donc d'apparition tardive, et des troubles isolés de la récupération en mémoire épisodique détectés donc, par un bilan neuropsychologique détaillé, eh bien, cette patiente a un cas d'asile avec une leucoencéphalopathie, comme vous le voyez, très étendue, confluente, atteignant toute la substance blanche des centres semi-ovales, mais également les capsules internes et capsules externes, tous les noyaux gris, le pôle antérieur des lobes temporaux, quelques microsaignements, aucune lacune, pas d'infarctus cérébraux. Donc, en résumé, une patiente de 77 ans, normale, qui va bien, quasiment asymptomatique, en dehors de ce qu'on trouve sur le bilan neuropsychologique détaillé, une leucoencéphalopathie diffuse, pas d'infarctus lacunaire. Donc voilà un tableau possible de cas d'asile. Il ne s'agit pas du tout d'un cas isolé. On a plusieurs patients, dont certains sont plus âgés, 82, 83, 84 ans, et qui vont très bien. Et là, alors, l'élément important, c'est que ces patients n'ont pas ou très peu d'infarctus profond et que le pattern IRM se limite en général à une leucoencéphalopathie. On passe à CAR-ASIL, donc une affection des petites artères en rapport avec des mutations homozygotes du gène HTR1, dont le tableau clinique évocateur, c'est une maladie neurologique extrêmement sévère et précoce, avec des infarctus qui commencent dès l'âge de 20 ans, des troubles cognitifs d'apparition progressive ou par à coup, en plus de cette histoire cérébrovasculaire, et point important, des signes extracrâniens que sont une alopécie précoce, tout à fait inhabituelle, et une atteinte squelettique, en particulier rachidienne. Pour ce qui est du pattern IRM, il est très très proche de cas d'asile, et on ne fait pas la différence sur l'IRM. Et puis, donc, la recherche d'histoire familiale dans la fratrie est un élément important, avec bien sûr un mode de transmission autosomique récessif en rapport avec ces mutations homozygotes. Plus récemment, des mutations hétérozygotes du gène HTR1 ont été rapportées à un phénotype clinique distinct de CAR-ASIL, donc chez des patients dont la maladie commençait beaucoup plus tardivement, en moyenne 20 à 30 ans après les patients CAR-ASIL, avec pas de signes extraneurologiques, donc pas d'alopécie, pas d'atteinte du rachis, et finalement un phénotype à la fois clinique et IRM proche des artériopathies liées à l'âge et l'hypertension artérielle. Vous voyez un âge de début autour de la 6e décade et puis un pattern IRM avec une leucoencéphalopathie et des infarctus lacunaires assez proches pour des patients du même âge à ce qu'on voit donc dans les artériopathies hypertensives. Le mode de transmission est là autosomique dominant. Et bien sûr, ça pose des problèmes diagnostiques dans la mesure où cette pathologie peut être suspectée face à des tableaux proches d'une maladie sporadique fréquente, sachant qu'évidemment, l'histoire familiale, quand elle existe, est un élément très évocateur. Je passe maintenant donc aux affections liées aux gènes COL4A1 et COL4A2, et en premier lieu, aux affections donc, initialement décrites et en rapport avec des mutations glycines de ce gène. Et la présentation clinique est celle d'une affection clairement multisystémique, avec une expression à tous les âges de la vie, du fœtus jusqu'à l'âge adulte. Alors moi, je suis neurologue adulte et je vois principalement les formes donc de l'adulte qui peuvent toucher le cerveau. Alors, en imagerie, une leucoencéphalopathie qui peut être diffuse, des hémorragies, donc avant tout dans les territoires profonds, des microsaignements. On peut visualiser également une alopécie qui peut être le stigmate d'une hémorragie précoce dans la vie ou au cours de la vie fœtale. L'expression peut également être cardiaque, c'est ce qui a été décrit au cours du syndrome ANAC avec la possibilité d'ACFA. Le bilan doit comprendre, dans tous les cas, une exploration des artères intracrâniennes
car des anévrismes peuvent être visualisés, mais également une imagerie des vaisseaux systémiques, car on observe dans un nombre non négligeable de cas des anévrismes des artères digestives en particulier. L'expression au niveau de l'œil, c'est avant tout les tortuosités artériolaires rétiniennes qui ont été décrites initialement, mais on peut voir également d'autres anomalies que vous voyez listées ici. L'atteinte musculaire avec des crampes et une élévation des CPK, des kystes hépatiques et rénaux. Mais là encore, récemment, une affection d'expression très différente a été rapportée à des mutations du gène COL4A1, des mutations différentes qui touchent donc une région promotrice du gène 3' UTR et qui aboutit à une surexpression du gène et à une expression augmentée de la protéine et qui se manifeste par une forme sévère de maladie des petites artères avec un début entre 35 et 45 ans. Et le point commun de tous ces patients, c'est qu'au niveau c'est qu'en IRM, ils ont tous une atteinte pontique et des trous au niveau du pont. C'est-à-dire des infarctus lacunaires qui évoluent sous forme de trous. Il ne s'agit pas d'hypersignaux en flair au niveau du pont, mais bien de trous. Alors, par ailleurs, ils ont également une atteinte hémisphérique avec une leucoencéphalopathie et des infarctus lacunaires, parfois une atteinte des pôles antérieurs des lobes temporaux, donc de quelque chose qui est assez proche de cadazyle. Mais si vous êtes face à une famille avec plusieurs membres atteints et que tous ces membres ont une atteinte pontique, c'est très évocateur d'un pas de mal, l'autre point étant le début précoce. L'angiopathie amyloïde cérébrale héréditaire, donc pour la forme à expression cérébrale, c'est l'angiopathie A-bêta, en rapport avec une mutation du précurseur du peptide bêta-amyloïde, plusieurs formes cliniques décrites, dans tous les cas un âge de début précoce et des manifestations qui peuvent être cérébrovasculaires ou cognitives, c'est-à-dire une maladie d'Alzheimer. Plus récemment, des duplications de l'APP ont été rapportées et s'expriment également par des maladies d'Alzheimer autosomiques dominantes, parfois associées à une angiopathie amyloïde cérébrale. En IRM, une leucoencéphalopathie, des hémorragies cérébrales lobaires, parfois associées à des microsaignements, donc quelque chose d'assez proche de ce qui est visualisé dans l'angiopathie amyloïde cérébrale sporadique, avec la différence de l'âge de début. Donc sachant qu'en anapathe, on observe des dépôts amyloïdes A-bêta, des dégénérances neurofibrillères et parfois des corps de Lévy diffus. Enfin, le gène trexin a été identifié comme responsable du syndrome Ernst. Le syndrome CRV, qui était proche, avait également été décrit avant l'identification de ce gène. D'un point de vue nomenclature, on utilise maintenant le terme RVCL pour décrire ces affections. L'histoire naturelle est encore mal connue car le nombre de patients est très limité. Le mode de transmission est autosomique dominant et l'expression est rétinienne et cérébrale. Une rétinopathie vasculaire faite d'occlusion capillaire, de télégéstasie, de microanévrisme, parfois compliquée de glaucome néovasculaire, et l'atteinte cérébrale avec une leucoencéphalopathie qui n'est pas forcément très symétrique, que vous voyez ici évoluer chez ce patient, donc sur 4 IRM successives, et parfois des formes pseudo-tumorales qui peuvent être responsables d'hypertension intracrânienne. Pour finir, quelles sont les grandes étapes du diagnostic? Vous l'avez compris, d'abord confirmer l'origine vasculaire des hypersignaux, on a vu ce qui orientait vers ce mécanisme, écarter une forme aiguë d'artériopathie et lorsqu'on suspecte l'artériopathie crénique, rechercher des arguments en faveur d'une forme sporadique. Et ce qui oriente vers une leucoencéphalopathie vasculaire génétique, c'est la discordance entre la sévérité des lésions microvasculaires et les facteurs de risque, l'âge de début en particulier, l'hypertension artérielle, rechercher des manifestations extracérébrales, donc ça c'est un point important, évidemment l'histoire familiale. Et quant au pattern IRM, vous avez vu qu'il y a des éléments qui suggèrent l'implication de certains gènes, l'atteinte antérieure des lobes temporaux pour cadazyle et carazyle, la possibilité d'anévrisme intracrânien ou d'une porencéphalie pour COL4A1, COL4A2, les états griblés sévères dans cadazyle et dans les formes autosomiques dominiques d'HTR1,
la prédominance pontique des lacunes pour pas de mal, mais aucun de ces éléments n'est pathognomique et le spectre de ces maladies allant en s'élargissant, il en a parfois des surprises lors de l'analyse génétique. Voilà, je laisse la parole à Elisabeth. Donc, en fait, je vais faire très court. En fait, je vous ai juste préparé trois diapositives. Comme le titre, c'était bilan clinique et moléculaire. Donc, en fait, basé un petit peu aussi sur toute l'expérience qui a été acquise au cours des dernières années, eh bien, en fait, vous voyez que ce groupe de maladies est extrêmement hétérogène. Hein. Je vous ai positionné les gènes ici, dont Dominique vous a parlé. Ça peut toucher l'adulte, l'enfant et voire même donc le fœtus, hein, pour les mutations par exemple de COL4A1. Et je vous ai représenté en bleu les gènes que nous avons insérés dans le panel diagnostique qui est maintenant à votre disposition donc, hein, dans le service de génétique de Lariboisière. Et je vous ai laissé en noir des gènes qui ne feront pas partie en fait du panel. Alors, je vous ai mis tous les gènes diagnostiques qu'on a. Il y a d'autres gènes qui sont sur ce panel, mais qui sont des gènes recherche, et dont on sait déjà au moins que l'un d'entre eux est responsable d'une nouvelle leucoencéphalopathie vasculaire. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les gènes. Alors, sur la diapo suivante, je voulais vous donner un exemple, en fait. Je vous montre ici, dans un recrutement de patients adultes, qui sont ceux que vous nous envoyez à Lariboisière. Alors, ce n'est pas la même chose que de calculer la fréquence de telle ou telle mutation sur les leucoencéphalopathies vasculaires familiales, etc. Ça, c'est les patients que vous nous adressez. Et c'est pour vous montrer quelques exemples. Donc, vous voyez, j'ai fait le bilan, en fait, sur 2016-2017. Et vous voyez, il y avait un peu plus de 1000 patients qui avaient été adressés. Hein, pour, alors, ce qu'a mentionné Dominique, hein, les cliniciens s'inquiètent parce que, par exemple, il y a un âge de début précoce, mais on voit beaucoup de malades maintenant qui ont 82 ans. J'ai même une malade la semaine dernière qui avait 92 ans. Donc, on voit bien que l'âge n'est pas un frein à la demande diagnostique. Et puis, ça peut être évidemment parce qu'ils ont peu de facteurs de risque vasculaire. Et puis, ça peut être bien sûr parce qu'ils ont un apparenté atteint. Donc, ce sont des patients tout venant hein, des services de neurologie. Et donc, je vous ai montré ici le pourcentage des mutations, donc clairement pathogènes, hein, indiscutables, qu'on trouvait. Et vous voyez que le premier résultat, c'est qu'en fait, on trouve la mutation dans ces cohortes de patients dans 12% des patients. Alors, certains trouvent que c'est beaucoup, mais en même temps, ça veut dire que plus de 88% des patients n'ont pas de mutation trouvée. Et dans ce groupe de patients, on a 60% de patients qui ont une atteinte familiale avec au moins un apparenté du premier degré, etc. Donc ça, c'était déjà pour vous dire que ce qui est très important, ça va être d'aller trouver maintenant les autres gènes responsables qui sont impliqués au moins dans une partie de ces malades. Et donc, il y a un programme qui est en cours donc, dans notre équipe hein, sur 400 exomes de patients dans le cadre du programme RHU, en fait, pour trouver les autres gènes qui sont mutés. Alors, l'autre chose, c'est qu'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas dites ici, c'est qu'en fait, vous voyez, je vous ai mis les mutations, entre guillemets, cystéines dans notre SHO3, celles qui modifient le nombre de cystéines. Mais maintenant, on a aussi montré qu'on a des codons stop dans notre SHO3 et qui ne donnent pas le même pattern. Et donc, ils sont en cours de caractérisation dans plusieurs, maintenant, familles, une vingtaine de familles, pour bien les caractériser. J'ai aussi dit, vous voyez, ces mutations hétérozygotes dont vous a parlé Dominique, de HTRA1, elles sont indiscutablement associées de façon tout à fait significative, hein, c'est des P à 10-6, avec le développement d'une maladie cérébrovasculaire à début vers l'âge de 60 ans. Cependant, elle reste souvent, et certains d'entre vous dans la salle le savent, d'interprétation difficile et on vous demande de faire une biopsie de peau et on fait des tests fonctionnels complémentaires sur ces malades-là. Alors là, la troisième diapo et la dernière, en fait, c'était pour passer à l'enfant. Hein, on fait l'enfant, mais chez l'enfant, on ne fait que COL4A1 et COL4A2, bientôt USP18, mais pour l'instant, on fait que COL4A1, COL4A2. Et j'ai fait le bilan aussi sur l'année 2016-2017. Vous voyez qu'il y a un peu plus de 12% des fœtus qui nous sont adressés qui ont une mutation en fait délétère hein, de COL4A1, COL4A2. Donc ça c'est très important évidemment pour le diagnostic prénatal, pour les familles, c'est extrêmement important. Mais à l'inverse, ça veut dire qu'il y a quand même 88% des fœtus, et parfois des fœtus c'est répété, un premier enfant avec hémorragie intracérébrale interrompue, un deuxième enfant interrompu, j'ai même des familles avec 3 enfants interrompus,
et pour lequel on n'a pas de mutation de COL4A1, COL4A2. Et pour ces enfants-là, eh bien, on a un programme en cours, donc avec un funding NIH, sur 50 trios en cours pour essayer de trouver quelles sont les mutations et quels gènes sont mutés chez ces enfants-là. Et puis chez les enfants, alors là c'est des recrutements un peu différents, on a soit des hémorragies cérébrales, soit dans beaucoup de cas des schizencéphalies, des anomalies de giration, etc. Et là vous voyez que le pourcentage il est de l'ordre de 5%. Et donc encore là beaucoup d'enfants sur lesquels on ne sait pas, mais qui à mon avis est un groupe beaucoup plus hétérogène probablement que celui-là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, je crois qu'on est un peu en retard, mais s'il y a des questions, peut-être Dominique aussi. Je vais être provocateur parce que depuis tout à l'heure, Odile avait présenté aussi des anomalies génétiques leucodystrophiques avec des dépôts d'hémocydérine. Vous le montrez aussi dans votre concept de leucopathie vasculaire. Et moi aussi, dans mes maladies, j'ai aussi des lésions à Adam, etc., avec dépôts d'hémocydérine. Est-ce que c'est exagéré de demander, par exemple, une fois qu'on a un doute, parce que nous, enfin, en tout cas pour chez l'enfant, les pathologies neuro-inflammatoires sont des diagnostics d'élimination. Je retiens une fois que s'ils n'ont pas les patterns typiques, etc., une fois que j'ai exclu les diverses maladies. Est-ce que c'est exagéré de demander, par exemple, de faire donc les NGS, à la fois en locaux ou en vasculaire? Et puis la deuxième question sous-jacente derrière, pourquoi pas les autres mutations chez l'enfant? Vous avez montré comme quoi vous faisiez que COL4A1 et 4A2, mais pourquoi pas les autres mutations comme le Notch3, etc. Chez l'enfant? Alors, je vais peut-être commencer par la fin. Notch3 chez l'enfant, si c'est pour rechercher un cadazyle, la réponse est non. Donc, nous avons fait un masque spécial pour ne pas regarder le gène Notch3 parce que ce serait extrêmement délétère sur le plan éthique de détecter une mutation de cadazyle pour une maladie qui démarre vers 45-50 ans. Cependant, il y a des formes très rares. Il a été décrit donc une forme récessive de mutation cystéine Notch3 très sévère chez un enfant. À ma connaissance, il n'y a qu'un cas publié, mais avec donc les deux allèles mutés avec une mutation de type cystéine. Et puis vous avez, et ça vous le savez mieux que moi, des mutations du gène Notch3 qui sont différentes et qui donnent des myofibromatoses, etc. Mais si c'est pour la maladie cadazyle, l'âge de début étant à 45-50 ans, il est tout à fait recommandé de ne pas le rechercher. Alors après, si pour la question de l'indication, on considère, nous, chez l'enfant, que si le clinicien a le moindre doute sur une pathologie de type leucoencéphalopathie vasculaire, il faut le faire parce qu'à la clé, il y a des applications pratiques, et je dirais même ne serait-ce que le prénatal. C'est très important. Donc même s'il y a... Et c'est pour ça qu'on ne freine, nous, pas sur le diagnostic de l'enfant et du fœtus. Autant chez l'adulte, on est amené à discuter, etc. Autant chez le fœtus et l'enfant, c'est tellement important pour la suite que... Voilà.